Je ne voulais pas écrire Jacaranda. J'avais commencé un autre roman qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Et voilà, ce que je dis, ça fait 30 ans que le génocide des Tutsis a eu lieu. Une génération. Eh bien, il y a urgence à raconter quelque chose. Pour moi, l'urgence, c'est de raconter comment on a fait depuis 30 ans. Comment on a négocié entre nous. Comment on a fait société. Écrire un roman, écrire une histoire, c'est aussi se dire comment je comble un vide. Quelque chose, voilà. On écrit le roman qu'on n'a pas qu'on n'a pas lu. Ça me fait dire que faut pas écrire que pour son ego, que par rapport à soi. Et il y a quelque chose parfois qui est plus grand, qui nous dépasse. Peut-être que Jacaranda, ça va donner des idées à plein d'autres personnes pour écrire toutes ces histoires que j'entends autour de moi et dont j'ai l'impression qu'elles ne sont pas racontées. Et qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être plus cette nécessité d'écrire là-dessus. Milan, c'est un enfant que j'aurais pu être, mais que je n'ai pas été, mais que j'aurais pu être parce que il grandit dans une famille où on ne parle pas, et il grandit en France. Et donc l'histoire de sa mère est une histoire qui a toujours été tue, dont elle n'a jamais évoqué son passé. Et il découvre au printemps 1994, à la télévision, une situation terrible au Rwanda. Au départ, on ne disait pas génocide, bien sûr. On assistait à des massacres. Et il assiste à ces massacres. Et face à ces images, il attend qu'une seule chose, c'est des explications de la part de sa mère, étant donné que c'est de son pays dont il est question, et elle ne dit rien. Je pense que j'aurais pu être ce personnage, sauf qu'à la différence de Milan, moi je suis né, j'ai grandi au Burundi, dans la région, donc en 1994, quand a lieu le génocide. Ça fait déjà plusieurs mois que je vis dans un Burundi en guerre, que j'ai conscience des affrontements entre les populations, avec cette question ethnique sous-jacente. Et donc, voilà, j'ai au même âge beaucoup plus de lucidité sur la situation, ce qui n'est pas du tout le cas de Milan. Ce qui m'intéresse, c'est la récurrence du silence, ce silence systématique. Pendant longtemps, je l'ai pris pour une réalité objective. J'ai pensé que c'était comme ça dans toutes les familles, jusqu'à ce que je rencontre des familles où on parle facilement du passé, on parle assez librement entre adultes et enfants. Et je me suis rendu compte que finalement ce silence, s'il était aussi systématique, c'est que pendant des années, les gens que je côtoyais au Burundi ou au Rwanda étaient issus de familles qui avaient vécu des exils, qui avaient vécu des violences. Et donc, c'était de ça dont il s'agissait. C'est que le silence, c'est pas un choix, je pense. Ce n'est pas un choix volontaire. C'est chaque individu fait comme il peut avec son passé. Et je crois que pour certaines personnes, parler, ce serait trop dangereux. Ce serait une façon de rouvrir une blessure. Ce silence, il a peut-être pour volonté de protéger ce que l'on aime. Moi, en tant qu'enfant, il m'a beaucoup insécurisé. Et il m'a même mis... il a même généré chez moi une forme de colère. Une colère liée à une incapacité. C'est un mur qui empêche de regarder derrière, de regarder devant, de regarder sur les côtés. On est un sentiment d'être enfermé dans une réalité qui nous étouffe. Ouais. Et donc voilà, j'ai voulu recréer des personnages, comme aussi j'ai voulu être, moi, dans ma vie, quelqu'un qui met fin à ce silence. La société rwandaise s'est normalisée.
On va au Rwanda aujourd'hui, on voit des gens vivre, travailler, aimer, comme partout, comme partout. Et puis arrive ce mois d'avril, arrive cette commémoration du 7 avril, et des gens qui peuvent nous paraître normaux, tant et si bien qu'on est, on est normaux dans la vie, mais eh bien, ces gens qui peuvent nous paraître normaux, eh bien, tout à coup revivent une situation totalement anormale. Et donc, ce sont ces scènes collectives traumatiques que je n'ai vues nulle part ailleurs. Je sais même pas. Je crois que, enfin, c'est quelque chose qui, enfin, je ne saurais pas dire. C'est quelque chose qui semble ne pas exister ailleurs. Et c'est comme s'il remontait tout à coup toute la souffrance des gens, tout leur trauma. Et ce qui me marque beaucoup, c'est qu'il n'est pas seulement question des gens qui ont vécu l'événement, mais également de la génération d'après. Donc on sent que le traumatisme se transmet. Voilà, je ne saurais pas vraiment quoi dire sur cette situation. C'est un témoin, je suis un observateur. Mais le génocide est là. Le génocide habite les gens. Et donc moi, je fais partie d'une génération, tout comme la génération d'après, qui a eu connaissance de l'événement grâce au témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie que le génocide arrive par ce procédé du témoignage à l'intérieur de l'histoire, parce que c'est comme ça que ça nous est raconté, à la radio, à la télévision, dans les stades, dans des écoles, dans les quartiers. Pendant 3 mois, d'avril à juillet, partout au Rwanda, les gens témoignent, racontent. Et donc c'est des moments très particuliers parce que on témoigne d'une histoire qui est encore là. Les gens qui ont vécu cette histoire, les gens qui ont été acteurs de cette histoire, les victimes, les bourreaux, sont vivants et parfois jeunes. C'est très difficile de se rendre compte de ce que vivent les gens. On peut passer, venir, être vacancier, touriste de passage, vouloir se faire un avis rapide, que ça rentre dans une grille de lecture, mais il n'y a pas de grille de lecture de cet événement. C'est un événement qui dépasse l'entendement, en fait. C'est quelque chose qui... et de se dire qu'il y a une société après ça, si peu de temps après, que les gens refont société, enfin, ça fonctionne. Dire, ça fonctionne. Bah, on se dit que ça se fait forcément au prix d'une douleur, d'un sacrifice, d'une intériorisation. Parce que les gens ont des masques de sociabilité, comme partout, mais là, la douleur, elle est sans commune mesure et elle déborde et tout rappelle, tout ramène à l'événement, tout ramène au génocide. Et donc c'est la grande difficulté du Rwanda. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu aller vivre là-bas. C'est que lorsque moi j'y allais en vacancier, quand j'y allais de passage, visiter ma famille chaque année, et bien à chaque fois que je passais devant certains bâtiments, que je passais devant certains stades, dans certaines rues, tout de suite je pensais au génocide, tout de suite, parce que j'ai lu, parce que j'ai écouté des témoignages, et donc on me disait à l'église, je savais ce qui s'y était déroulé. Donc j'arrivais pas à enlever le génocide de ma mémoire, de mon esprit. Je superposais le génocide aux images du réel que j'avais face à moi. La seule façon de rendre ce pays, de remettre de la vie dans ce pays, de retrouver une forme de normalité,
d'accepter les lieux pour ce qu'ils sont dans leur présent, c'était d'y vivre. Parce que forcément, quand on vit au jour le jour, à force de voir un endroit, on finit par le rendre ordinaire. Et on se souvient qu'il s'y est passé des choses parfois, mais on n'y va plus avec ce sentiment que tout autour de tout ce qui se passe autour de soi est imprégné de cette histoire. Et c'est aussi la chance des nouvelles générations, c'est de pas le voir ça. Et donc ça leur donne une vitalité fabuleuse qui permet au pays de regarder devant, d'avancer, avec cette tension, cette conscience que malgré tout, même si on avance, il ne faut pas oublier cette histoire et il faut continuer à faire œuvre de mémoire. Et donc c'est cet aller-retour-là qui est parfois épuisant, qui est parfois frustrant, qui peut créer du débat entre les générations. Mais c'est un aller-retour absolument nécessaire, selon moi. On n'a pas le choix, parce qu'oublier le crime, c'est prendre le risque qu'il se répète. Je me sens vieux parce que le monde que j'ai connu n'existe plus du tout. Voilà, c'est tout ce que je raconte. Ce que je raconte pour un jeune Rwandais d'aujourd'hui, c'est un passé très lointain. En fait, il ne s'est pas passé 30 ans, il s'est passé 100 ans. Voilà. Et donc, ça me place aussi à un endroit que, bon, je ne dis pas que c'est très facile pour moi d'assumer, d'ailleurs, mais ça me place à un endroit de passeur, de témoin, pourquoi j'écris, pourquoi je vais écrire, pourquoi je vais prendre... Qu'est-ce que je fais avec ma place d'artiste, comment je l'utilise. C'est une forme de responsabilité. Et voilà, je ne l'ai pas choisi, on n'est pas 50 de toute façon. Mais voilà, donc je dois écouter ces histoires, elles m'affectent énormément. C'est pas facile pour moi de vous en parler, vraiment, je vous avoue, c'est vraiment pas facile parce que c'est tellement complexe que j'ai toujours peur de réduire, que mon propos réduise la réalité. Et c'est de ça aussi dont j'ai souffert. Le discours médiatique, le discours politique qui a toujours tout réduit, qui a toujours essentialisé, qui a toujours fait des raccourcis, qui est brutal en fait. Les mots des gens sont tellement brutaux. C'est des couperets. Voilà, comme on dit, des guerres interethniques, tribales, et puis les Rwandais sont comme ci, et puis c'est comme ça la réalité. Tout ça c'est violent, et donc c'est pour ça que j'essaye d'être précautionneux dans ma façon de parler, et que c'est pas évident de parler de toutes ces choses-là, que j'utilise le roman parce que ça va au rythme de mes personnages et on comprend leur logique. Et donc j'ai pas de discours, je peux pas avoir de grands discours politiques, géopolitiques sur le Rwanda. Moi je ressens juste des histoires humaines, je ressens des histoires de cœur, parce que c'est comme ça que je rencontre les gens autour de moi, c'est comme ça que j'essaye d'être à l'écoute de la société dans laquelle je vis, comme ça que j'ai absorbé les silences des miens, et j'ai essayé d'y déceler quelques phrases, quelques mots, quelques paroles diffuses. Qu'est-ce que veut dire tel geste? Qu'est-ce que veut dire telle manie? Qu'est-ce que veut dire telle obsession? C'est tout ça qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est dans ces détails-là que l'on contient la vérité de la vie. En l'espace de ma courte vie, j'ai vu l'histoire se défaire et se refaire, ou se faire et se défaire, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, j'ai vu
la génération de ma mère, la génération de ma grand-mère, et être réfugié et se dire qu'ils n'auraient plus jamais de pays, qui resteraient apatrides toute leur vie. J'ai vu ensuite une guerre de libération. Donc des oncles, des jeunes cousins qui sont partis pour récupérer une terre qu'ils ne connaissaient même pas, parce qu'ils étaient nés, ils avaient grandi en exil. Et arriver dans un pays qui n'en était plus un, qui était un charnier, qui était un champ de désolation, avec l'idée que plus jamais il n'y aurait une société à cet endroit-là, plus jamais les humains ne pourront revivre ensemble. Et d'ailleurs, c'était mon sentiment les premières fois où je suis allé au Rwanda. Et puis, aujourd'hui, j'élève mes enfants dans cet endroit-là que j'ai découvert comme un charnier. Et j'élève mes enfants qui ont un pays, parce que c'est une réalité. Elles ont ce pays, c'est aussi leur pays. Alors que quand j'étais petit, je ne connaissais même pas le Rwanda, c'était une abstraction. Et donc j'ai vu ça en l'espace d'une vie, et je peux vous dire que quand on était réfugié en exil, il n'y avait aucune raison d'espérer. Il y avait eu les massacres, les pogroms, mais c'est simplement qu'il y a des gens qui ont ça en eux, l'optimisme, se dire que c'est possible. Et voilà, ça passe par tant de sacrifices, de travail, de remise en question. Et tout ça, c'est des exemples concrets. Donc c'est pour ça, je fais attention, parce que ça peut être des belles formules. Je suis optimiste, j'ai de l'espoir. On dit, voilà, d'un coup, on pourrait croire que c'est un peu bisounours dans le monde dans lequel on est, dans les situations. Mais je pense que j'ai assisté à une des pires situations, et j'ai vu que du pire, voilà, pouvait renaître quelque chose qui permet aux gens de vivre dignement, de retrouver leur humanité. Donc si ça s'est passé dans ce lieu spécifique, à cet endroit-là du monde, je pense que ça peut se passer partout. C'est juste une question de volonté.